bienvenue à tous à ce webinaire que l'ANS organise sur la doctrine technique du numérique en santé en concertation avec et à la demande du Syntec numérique. Anne, on va peut-être pouvoir démarrer. Je ne sais pas si Marianne voulait dire un mot en introduction. Alors déjà, bonjour à tous, mais c'est Magali d'abord qui peut-être va introduire le webinaire, et puis Franck Lefebvre, et ensuite je vous dirai 2 mots sur Syntec numérique. Merci Marianne. Moi je suis Magali Sey, je suis la directrice du pôle. Effectivement, on a co-organisé avec le Syntec numérique cette partie. Ça fait suite à ce qu'on a eu la dernière fois sur l'outil Convergence. On s'est posé, je pense, beaucoup de monde encore plein de questions autour de la doctrine du numérique en santé. Le pôle test continue son développement autour de la santé, de trouver des solutions pour répondre encore plus aux demandes du gouvernement, et puis notamment à tout l'engouement autour de tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Marianne pour l'organisation. Merci à vous. Alors, je n'ai pas tous vos noms à l'Agence du numérique en santé pour cette organisation. Je vais laisser la parole à Franck pour la suite. Et puis voilà, bonne conférence. Merci Magali, je vais être très rapide. Le pôle test est situé à Caen et moi je suis le délégué régional Normandie de Syntec numérique. Donc je sers de courroie de transmission entre les initiatives du Syntec que Marianne va vous décrire avec beaucoup plus de détails et le côté régional, sachant que bien entendu notre rencontre d'aujourd'hui n'a rien de régional. Je voudrais juste faire une toute petite introduction sur l'idée même du travail de l'ANS, et moi ça fait une bonne trentaine d'années que je travaille sur ces sujets, à savoir que j'ai des liens avec sur les axes numériques et santé. Pendant ces 3 décennies, on a vu pas mal d'initiatives naître pour essayer d'organiser tout ce système qui est d'une complexité extrêmement importante. Très souvent, ces initiatives partaient pas bien parce qu'elles étaient pas vraiment dans un esprit de collaboration, d'interopérabilité et d'ouverture. L'initiative dont on va parler aujourd'hui me semble beaucoup plus dynamique et me semble avoir été créée avec un état d'esprit d'ouverture et de recherche systématique de collaboration entre l'ensemble des parties prenantes, qui fait que ça me semble être une initiative majeure dans l'évolution de la santé, du numérique et de l'économie au niveau national. Donc, je suis absolument ravi de pouvoir... C'est un sujet qui est encore peu traité. Vous allez voir qu'il y a une dynamique terrible. Je suis absolument ravi de participer à la diffusion de ces informations. Merci beaucoup donc aux gens de l'ANS qui ont été sur le pied de guerre à toute vitesse. Ce webinaire a presque été organisé au pied levé, comme le rappelait Magali, suite à un précédent sur l'outil Convergence. Je laisse la parole à Marianne qui va vous parler plus des activités du Syntec numérique. Je vous souhaite un excellent moment à tous. Merci. Merci Franck. Alors rapidement, parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, mais pour ceux qui nous auraient rejoints récemment ou qui seraient issus de la fusion avec Tech in France, puisque voilà, on a annoncé il y a 15 jours que nos 2 fédérations devenaient une seule. Voilà, je vous présente rapidement. Donc, ce sont les 2 organisations sont ce qu'on peut appeler les syndicats professionnels. En tout cas, le Syntec fait partie de la fédération Syntec et donc du MEDEF. Et à ce titre, agit sur la négociation paritaire liée à la convention collective Syntec. Mais il n'y a pas besoin d'adhérer à la convention collective Syntec pour être adhérent à Syntec numérique. Mais je le précise quand même, il y a cette dimension qui est importante. Et le deuxième champ, c'est évidemment de vous représenter auprès des pouvoirs publics et d'animer un réseau d'adhérents et de vous faire participer le plus possible de façon collective et cohérente aux différentes concertations qui sont issues de la réglementation ou des programmes ou des dispositifs que les pouvoirs publics mettent en place. Donc, l'entité Syntec numérique Techin, c'est 2200 entreprises du numérique. Donc, ça représente 80% du marché français, plus de 500 000 emplois.
Il y a 35 gros groupes français et internationaux, il y a 70 ETI, et puis après, c'est une palanquée, comme on dit, de start-up ou d'ETI ou de PME. Et comme l'a dit Franck, la moitié en région et la moitié en Île-de-France. Donc, on a 12 délégués régionaux, dont un nouveau qui vient d'être nommé à La Réunion. Voilà, donc on fait notre travail de vous faire passer de l'information, et c'est bien l'objet de ce webinaire, de démocratiser et de faire remonter aussi vos questions auprès de l'ANS ou de la DNS. Voilà, donc merci Anne Laurin et à Claire d'avoir accepté notre proposition. Et à vous merci Marianne. Du coup, voilà, nous, on est vraiment ravis de pouvoir faire ce premier webinaire sur la doctrine du numérique en santé avec vous. Très rapidement, parce que je ne serai pas seule aujourd'hui. Donc, moi, je suis Anne Laurin, je suis responsable de mission à l'ANS depuis le 1er septembre dernier. Donc, je coordonne les travaux de mise à jour de la doctrine. Et je suis accompagnée des 4 responsables développement territorial et Claire Lenain qui sera en fil rouge tout au long du webinaire. Donc, les missions de l'ANS, je pense que vous les avez en tête et que peut-être pour certains, vous avez déjà bénéficié des webinaires. En ce qui concerne aujourd'hui notre webinaire sur la doctrine technique du numérique en santé, ça va répondre à la mission 1, créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé, et à la mission 3, assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Donc, le sommaire de notre webinaire, ça va être un petit rappel de ce qu'est la doctrine technique du numérique en santé. On passera sur le sommaire pour vous montrer comment la doctrine est structurée et notamment les nouveaux chapitres, les chapitres qui ont été refondus, la structure même des chapitres, la déclinaison, donc qui nous prendra l'essentiel du temps du webinaire pour vous montrer les enjeux et les principes, les outils de la doctrine, et on terminera avec le planning de mise à jour et de concertation. Donc, comme je l'ai dit préalablement, le support, on vous l'envoie à l'issue de la réunion, et il y a des temps de questions-réponses qui sont prévus dans le webinaire. Donc, la doctrine technique du numérique en santé, la maison que tout le monde maintenant a pu s'approprier, c'est la déclinaison opérationnelle de la feuille de route du numérique en santé. Donc, évidemment, sur l'ensemble du périmètre du secteur sanitaire et du médico-social. Donc, notre sommaire, il a évolué, si certains d'entre vous l'ont en tête. On a 5 chapitres. Une première partie où vous avez le sommaire, le glossaire, etc. La synthèse, donc ça va être intéressant parce que vous avez en quelques pages un tour d'horizon assez rapide de l'ensemble des thématiques. Le macro-planning récapitulatif qui là va reprendre toutes les échéances de toutes les thématiques sur 2021, 2022, 2023. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a fait un focus des priorités 2021. Donc ça, c'était une demande assez forte des échanges qu'on avait eus avec l'écosystème. Le schéma d'architecture cible. Et ce qui est nouveau, c'est la présentation de la démarche d'opposabilité. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être déjà échangé notamment dans les groupes de travail avec la DNS à ce sujet, mais on va s'attarder dessus. Le deuxième chapitre, il est dédié au référentiel, avec un gros chapitre qui a été vraiment refondu et complété, l'identification électronique. Donc, on a essayé de synthétiser en 3 slides, 18 pages, et celui-là, il est très dense. S'il faut en lire un, c'est celui-là. Le chapitre 3 va être orienté sur les services numériques socles, dont le DMP MS Santé, un service socle prioritaire. Chapitre 4 sur les plateformes numériques de santé, avec là aussi pas mal de données complétées au niveau de l'espace numérique de santé. Et sur le chapitre 5, soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Et là, on a intégré la feuille de route e-santé de l'Union européenne. Évidemment, au-delà de ces nouveautés, toutes les thématiques ont été réactualisées. Et en plus de ce document principal, vous avez en annexe de la doctrine une synthèse des évolutions entre l'AV 2019 et l'AV 2020. Donc, ce qui vous permet vraiment la mise en lumière de ce qui a changé, de ce qui a pu être complété. Alors, au niveau de la structuration des chapitres, très rapidement, ils sont tous sous la même forme. La doctrine de l'État, la trajectoire envisagée,
la synthèse des actions clés et une nouveauté, la synthèse des impacts côté MOA et côté MOE. Donc là, on va le voir dans les différents slides. On vous a isolé ce qui concerne les impacts MOE. Et puis, un espace pour en savoir plus où là, on vous pousse les liens vers la documentation de la thématique. Donc, pour commencer sur le chantier de l'opposabilité, il y a un gros chantier qui est lancé, qui va être un vrai levier pour beaucoup de travaux en cours en e-santé, à savoir rendre opposable un certain nombre de référentiels d'interopérabilité et de sécurité, avec à la fois des mesures pour rendre certains référentiels opposables, avec un calendrier qui va voir être rendu opposable les premiers référentiels courant 2021 et en priorité sur les cas d'usage du Ségur, et une phase d'évaluation et de certification. Voilà, on va aller chercher à savoir si ces référentiels, ils ont bien été implémentés dans l'ensemble des solutions. Donc, il y a évidemment tout un contexte juridique et il y a déjà des comités de pilotage spécifiques opposabilité lancés par la DNS. Et je sais qu'il y a déjà eu des envois, je pense, de plusieurs informations auprès des fédérations d'industriels. Donc, vous avez peut-être vous-même reçu un certain nombre d'éléments. Donc, ça, c'est vraiment important. Et vous verrez, si vous allez plus loin dans la doctrine, qu'on a saupoudré de l'opposabilité un petit peu dans tous les chapitres pour à chaque fois vous mettre en lumière ce qui va être intéressant côté opposabilité pour telle ou telle thématique. Je laisse la parole à Élodie. Bonjour à tous. Comme vous le savez, donc, le développement du numérique en santé a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les professionnels de santé, chez les usagers. Il était donc fondamental d'asseoir le développement sur un cadre de valeurs et un référentiel éthique qui viendrait compléter les codes de déontologie existants en santé et la RGPD. Donc, pour casser le lien paradoxal entre notion de confidentialité, notion d'ouverture, de partage et d'échange, qui améliorent la qualité de prise en charge, qui créent les connaissances et qui permettent la promotion de la recherche, un certain nombre d'actions ont été mises en place. Et en l'occurrence, plusieurs groupes de travail ont été pilotés par des experts de l'écosystème, donc ont été et sont encore, et qui ont permis la production d'un film de sensibilisation, d'une grille d'auto-évaluation de l'éthique des SIH, d'un guide de bonne pratique pour une éthique by design des solutions d'intelligence artificielle en santé. Il y a eu des journées régionales éthiques, Toulouse, Nancy, Marseille, un travail sur la sobriété numérique et le développement durable. À venir encore, un travail sur l'élaboration d'une grille d'évaluation de l'éthique des logiciels de gestion de cabinet, un travail sur les fractures numériques et un projet de médiation numérique, accompagner les citoyens au numérique en santé. Merci Élodie. Et je crois que c'est à moi. Tout à fait. Merci Anne. Donc moi je vais juste évoquer rapidement donc le sujet de l'urbanisation des systèmes d'information de santé. Sur ce sujet-là, donc l'État a défini donc la doctrine d'urbanisation sectorielle qui avait pour objectif, pour grand principe en fait, de poser donc les principes d'urbanisation qui sont applicables à tout système d'information qui concourt directement ou indirectement au parcours de santé. Et ça aussi bien dans le secteur santé que médico-social ou médico-administratif. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a une publication donc du cadre d'urbanisation sectorielle qui est disponible sur le site de l'ANS depuis 2019. Et deux effets notables là-dessus, donc il y a effectivement des impacts. Les deux impacts principaux qu'on peut relever, plutôt l'impact principal qu'on peut relever sur l'urbanisation, ce sera donc au lancement ou préalablement au lancement de toute construction ou transformation de services numériques de santé qui sont financés donc sur fonds publics. Ça sera d'instruire donc le cadre d'urbanisation sectorielle des systèmes d'information de santé et d'analyser le projet à la lumière donc des principes qui ont été édités. Voilà. Et donc effectivement le gros conseil, c'est de se mettre en relation donc avec nous, l'ANS, lorsque les principes soulèvent donc des interrogations quant à leur mise en œuvre. Et je vais continuer avec le slide suivant, Anne, voilà, sur l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Donc effectivement, l'État a défini au sein de la doctrine donc le pilotage stratégique de l'interopérabilité technique et dite surtout sémantique des systèmes d'information de santé, santé et médico-sociaux.
Et donc, ça passe par plusieurs actions. Donc, l'action assez notable, c'est la nouvelle gouvernance donc, du cas d'interopérabilité des SI de santé médico-sociale qui est en cours depuis 2020, donc depuis cette année. Il y a une distribution, alors distribution gratuite des terminologies et autres ressources sémantiques. Donc, ça passera exclusivement par le serveur multiterminologique, donc le SMT, également depuis cette année, qui a été construit par le Centre de gestion de terminologie de santé de l'ANS. Par l'élaboration donc des référentiels d'interopérabilité, qui est un peu l'activité principale de notre unité sémantique métier, et ça depuis 2010. Donc, on a vu émaner plusieurs référentiels type compte rendu de biologie, etc. La mise à disposition d'un espace de test d'interopérabilité, donc qui est basé sur Gazelle depuis octobre 2020. Et donc, l'État mène surtout une politique volontariste pour faire appliquer les référentiels d'interopérabilité sur toute l'année 2021. Il y a une organisation donc, de cette représentation donc, auprès. On participe, on va dire, activement directement aux instances normatives et de standardisation internationale, mais aussi de terminologie, qui permet d'avoir une bonne visibilité et aussi d'avoir un poids sur certaines décisions. Et donc, sur la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance, il y a quelques dates clés. Donc, la publication de la nouvelle gouvernance d'interopérabilité dans le secteur santé sociale qui est disponible depuis 2020, après concertation, et un premier comité de pilotage stratégique qui a eu lieu en avril 2020, et un premier comité opérationnel et interopérabilité qui a eu lieu, lui, en septembre 2020. Voilà. Merci Nemanja. Compris. Donc, côté politique générale de sécurité des systèmes d'information, donc elle est composée de 2 types de documents, des référentiels et des guides de bonne pratique. L'APG-SSI dans la doctrine est déclinée autour de 4 axes majeurs: mettre à jour et élaborer de nouveaux documents dans l'APG-SSIS, rendre opposables les référentiels et s'assurer de leur prise en compte au niveau des services numériques en santé financés sur fonds publics, accompagner les acteurs de santé et du médico-social et renforcer la gouvernance. Et côté calendrier, voilà ce qu'on vous invite à faire, c'est à consulter les référentiels publiés dans les prochains qui vont être à prendre en compte. Il y a le référentiel Force Pro-Vente en 2020 et en 2021, l'identification électronique des patients, celle des acteurs de santé et le référentiel imputabilité. Donc là, c'est notre, j'ai envie de dire, notre gros morceau sur l'identification électronique. Donc là, ça va être décliné en 3 slides. On va voir ici l'identification électronique des usagers. Puis on parlera des personnes physiques et enfin des personnes morales. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un chapitre qui a été entièrement refondu dans la doctrine version 2020 et avec énormément d'informations. Et il est mentionné, vous pourrez le voir dans le détail, un certain nombre justement de spécificités pour essayer de voir un peu tous les cas d'usage possibles. Donc, les enjeux d'identification et d'authentification pour les usagers. Donc, ça va tourner évidemment autour de l'identité INS des usagers, donc personnes, citoyens, patients, aidants, etc. L'application carte vitale et le futur fournisseur d'identité de référence recommandée. Au 1er janvier 2023, il va être attendu pour les services numériques l'atteinte d'un niveau de garantie équivalent IDAS, donc notre règlement européen sur l'identification électronique, faible mais renforcé. Et on verra que d'ici 2026, là, il faudra avoir atteint un niveau substantiel. Comme vous le savez, au 1er janvier 2021, l'INS devient obligatoire pour le référencement des données de santé. Et cette INS est vraiment le pivot dorénavant des échanges des données entre les acteurs de santé. Donc, ça va nécessiter de respecter plusieurs référentiels, que sont le référentiel national d'identité-vigilance, le guide d'implémentation de l'INS et le guide d'intégration du téléservice INSI. Donc, l'équivalent de ce qu'on va avoir côté professionnel avec ProSanté Connect. Donc, pour les usagers, ça sera côté fédérateur France Connect à terme.
Pour l'identification électronique des personnes physiques, donc là, on avait les référentiels INS et le répertoire APCV côté usager. On va avoir le répertoire RPPS côté personnes physiques, avec à venir plusieurs travaux, notamment… Le webinaire… Pardon ? Non, c'est bon. L'extension au médico-social, hein, il y a vraiment des travaux en cours pour pouvoir donner des accès au personnel du médico-social et du social. Donc ça, c'est dans le cadre du projet en règle. Et donc cet annuaire santé, ça va vraiment être le pivot pour les échanges, avec d'ici au 1er janvier 2023, l'intégration entre les services, le fédérateur ProSanté Connect qui va être obligatoire. Voilà. Donc, c'est vraiment ça l'essentiel à retenir. Pour l'identification des personnes morales, donc là, on va se baser sur le répertoire FINES. Il y a la publication d'un arrêté fin 2021-2022 qui est envisagé sur les certificats de personnes morales délivrés par l'IGC Santé. Et l'utilisation des moyens d'identification électronique pour les personnes morales, voilà, devra être… Voilà, la préconisation vraiment, c'est de passer par les certificats IGC Santé d'ici au 1er janvier 2023. Et dans le cadre du Ségur de la santé, il est envisagé que l'ANS soit là en accompagnement des utilisateurs pour répondre à leurs questions sur l'identification électronique. Côté sécurité opérationnelle, donc la sécurité opérationnelle des systèmes numériques en santé doit être renforcée tant au niveau réactif que préventif. Donc il y a plusieurs mesures qui sont envisagées, préconisées. D'abord, d'étendre l'obligation de la déclaration des incidents de sécurité tant au secteur sanitaire qu'au niveau du médico-social. L'obligation de se soumettre à un audit annuel d'exposition sur Internet pour détecter les vulnérabilités et améliorer la couverture des risques cyber. Et puis, renforcer encore ce niveau de sécurité par des audits annuels d'infrastructures internes. Donc, vous le verrez également, on en parlera à la fin, mais cette feuille de route européenne, là, on voit qu'il y a la coordination avec l'initiative européenne en matière de cybersécurité et de cybersurveillance sur l'ensemble des chapitres. Là aussi, on vous a mis les différentes informations à l'échelle européenne. Le répertoire opérationnel des ressources. Donc là, il y a aussi beaucoup d'évolutions et beaucoup de dates clés. On s'oriente vers un ROR national et un premier jalon au 2e semestre 2022. Et d'ici là, l'idée est de généraliser le peuplement sur le champ du médico-social, qui a démarré en 2019, de se lancer sur l'initialisation de la description de l'offre de télémédecine courant 2021. Et puis de commencer le peuplement de l'offre de ville, donc toujours avec l'objectif d'améliorer le parcours de l'usager et d'avoir vraiment une description de l'offre la plus exhaustive possible sur le territoire. Donc, on a un premier temps d'échange pour prendre quelques questions. Encore une fois, si les questions sont extrêmement spécifiques, parce que nous ne sommes pas les uns les autres des spécialistes de telle ou telle thématique, mais on fera le maximum pour y répondre. Et sinon, on les remontera aux experts de l'ANS et puis, bien sûr, on vous poussera la réponse. Donc, je ne sais pas s'il y a des premiers retours par rapport à ces premiers chapitres. C'est qui vous voulez te montrer la fiche, Solène ? Comment ? C'est qui que vous voulez te montrer la fiche ? Alors, attends, je vérifie juste que je suis en muet parce que je suis en maintien. Alors, non, là, il y a quelqu'un qui n'est pas en muet, en effet, mais si vous avez des questions, on peut les prendre. Sinon, voilà, on a encore des temps d'échange prévus un peu plus loin. Je pense qu'on peut continuer. Ça marche. Je continue alors. Donc, le DMP. Donc, le DMP, c'est de l'espace numérique de santé.
Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour préparer l'arrivée de l'ENS. En gros, l'ENS et le DMP, ça va être voilà, un tout. Hein, voilà, l'ENS va absorber le DMP et un certain nombre de fonctionnalités, donc comme la messagerie usagée, l'agenda et le store avec les différentes applications répertoriées. La loi organisation de la transformation du système de santé prévoit donc ce couplage à horizon janvier 2022 avec une montée en puissance estimée entre 50 et 56 millions d'ENS mis à disposition. Pour l'ouverture de l'ENS, il sera nécessaire que tous les acteurs de santé inscrivent dans le DMP les documents prioritaires, donc le volet de synthèse médicale, les comptes rendus de biologie, d'imagerie et comptes rendus d'hospitalisation. Le décret qui régit le fonctionnement du DMP va être amené à évoluer pour pouvoir permettre des accès aux acteurs de santé non professionnels de santé. Et donc, dans ce cadre-là, la loi accélération de la simplification de l'action publique prévoit justement l'élargissement aux professionnels et structures sociales et médico-sociales de l'accès et en consultation et en alimentation au DMP. Côté MS Santé, donc là, il y a beaucoup de choses et on peut du coup aussi réaborder le chantier de l'opposabilité côté service socle MS Santé. Donc, en termes de cible à 2022, l'idée, c'est évidemment de couvrir l'ensemble des professionnels et structures de santé médico-sociaux et sociaux. Hein. Il y a des expérimentations en cours sur ce périmètre. De permettre à un professionnel exerçant en établissement de santé ou en ville d'échanger de manière sécurisée avec un usager du système de santé depuis son espace numérique de santé. Donc là aussi, il y a des travaux POC en cours pour la messagerie ENS et puis des travaux sur la messagerie dite instantanée. Et côté opposabilité, voilà, il y a un état des lieux qui a été fait et des référentiels et des API qui vont être réécrites avec des premiers référentiels qui seront mis en concertation avant d'être rendus opposables courant 2021. Alors, je vois qu'il y a des questions, on regardera, il y a une question dans le chat, je vais d'y répondre après. Je crois que c'était Elodie sur e-prescription. L'objectif de la e-prescription est donc de simplifier et de sécuriser le circuit de transmission de l'ordonnance depuis la prescription jusqu'à la dispensation par le pharmacien ou la réalisation par le professionnel de prescrit. Plusieurs avantages. Donc pour le patient, accéder à ses prescriptions dématérialisées via le DMP. Pour le prescripteur, l'intégration de modules d'aide à la prescription qui va renforcer la pertinence des soins et lutter contre la iatrogénie et donc aussi la lutte contre la falsification. Une expérimentation en cours depuis juillet 2019 dans 3 départements qui a permis donc de sélectionner les solutions techniques de généralisation pour tous les prescripteurs. Plusieurs autres chantiers en cours avec l'intégration de la dénomination commune internationale dans les logiciels médecins et pharmaciens, la facilitation de l'articulation entre les actes de téléconsultation et de prescription, l'intégration de la prescription en format structuré dans le logiciel médecin, et la codification des posologies à venir en 2021 sur le périmètre des établissements de santé et des centres de santé, une expérimentation sur les prescriptions de sortie et les consultations externes, un travail sur la définition de la nomenclature détaillée des dispositifs médicaux et une réflexion quant à l'extension de la e-prescription à la catégorie des fournisseurs. Et ensuite, la codification des actes de biologie auxiliaire dans le cadre de l'offre de services de centres de gestion des terminologies de santé. Concernant e-parcours, slide suivante, service numérique de coordination pour les parcours de santé. L'objectif étant de replacer le patient au cœur du soin dans un parcours coordonné entre les professionnels, ce qui nécessite une organisation territoriale des soins et de s'appuyer sur des outils numériques. C'est un programme qui est porté par le programme national e-parcours qui a permis donc la mise en œuvre de services numériques de coordination, dont 132 projets territoriaux financés à ce jour. Donc, on attend pour mai 2021 la remontée des projets régionaux pour les fonctions d'appui à la coordination. Pour décembre 2021, la remontée des projets régionaux pour les collectifs de soins coordonnés et en cours, et ce jusqu'en décembre 2023, les démarches régionales d'acquisition des services numériques de coordination via des marchés subséquents.
un impact MOE qui est d'intégrer donc les référentiels socles, les services numériques socles présents dans la doctrine technique du numérique en santé pour faciliter l'interopérabilité des solutions au service des parcours complexes sur les territoires. Karine, hein, s'il te plaît. Karine? On a perdu Karine. Je ne sais pas si Karine, tu es connectée? Oui, oui, je suis connectée, mais je n'ai pas ouvert mon micro. Pardon. L'espace numérique de santé dont la mise à disposition est prévue au plus tard en janvier 2022 dans le cadre de la loi sur l'organisation et la transformation du système de santé qu'évoquait Anne un peu plus tôt. Trois composantes principales de l'ENS, le DMP, sa pierre angulaire ou sa clé de voûte, la messagerie sécurisée, opérateur de confiance de la MSS, qui va permettre des échanges d'infos et de documents entre l'usager et les professionnels, un agenda santé pour consolider les différents événements de santé, et puis un catalogue de services référencés, ce qu'on appelle le store ENS. On vise un lancement de d'une version pilote de l'ENS sur une partie de la population et sur un périmètre réduit à la messagerie et au dossier médical pour juillet 2021, et un lancement de la généralisation, donc comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble du périmètre en janvier 2022. Les volets, en ce qui concerne les volets d'interopérabilité liés à sa mise en œuvre, ils devraient être publiés au premier trimestre 2021. À venir, un appel à candidature pour la réalisation d'un POC sur le volet Store. Et puis, bien entendu, toute cette liste d'actions clés et le calendrier vont être enrichis progressivement en fonction des résultats des POC et des retours utilisateurs, et seront partagés dans une roadmap publique. On peut passer au bouquet de services professionnels. Le bouquet de services aux professionnels de santé qui, lui, vise à simplifier l'accès aux différents services numériques qui sont proposés aux professionnels, que ce soit par les acteurs publics ou privés, donc éditeurs industriels, et puis de rendre leur offre plus lisible. In fine, c'est faire gagner du temps aux professionnels des structures. Le bouquet s'articule autour de deux axes. Un premier axe avec l'enrichissement de l'offre actuelle de services d'Amélie Pro avec un portail web indépendant du logiciel métier qui proposera un ensemble minimal de services clés en main, incluant l'interface utilisateur avec un accès à la MSS, au DMP, à l'ENS, aux applis du catalogue, etc. Et puis, un deuxième axe avec un catalogue de services accessible à partir du logiciel métier des professionnels de santé, et là selon deux modalités différentes, soit des modalités par intégration dans les logiciels de type API Web Service, soit des modalités par appel contextuel. Le déploiement de ces deux modes d'intégration, donc API et appel contextuel, devront bien entendu se conformer aux exigences des différents volets du cadre d'interopérabilité. Pardon, j'y arrive. C'est bon. Et puis le Health Data Hub. Sur le Health Data Hub, donc la plateforme est ouverte. Elle accompagne à ce jour 28 projets, dont la quasi-totalité a été sélectionnée lors de 2 appels à projets en 2019 et en 2020. Cette première version de la plateforme est dédiée aux projets qui portent sur la Covid-19 et elle permet de partager des données relatives à l'épidémie. Le catalogue sera construit de manière progressive en partenariat avec les responsables de données. Donc, c'est bien un processus de travail itératif qui va permettre de s'accorder sur les principes clés et les engagements réciproques qui seront inscrits dans la convention de service entre le Health Data Hub et les responsables de données. Voilà, ce sont des engagements en matière de valorisation scientifique, de période d'exclusivité, d'accès à la base ou de tarification. Tout cela est en cours de stabilisation. Merci Karine. Okay. Donc on a un temps d'échange. Je vois qu'on a eu 2 questions
plutôt orienté sur le DMP dans le chat. Alors, je n'ai pas personnellement les réponses à votre question. Il y avait Franck. Comme ça, c'est côté assurance maladie. Ce que je vous propose, c'est que je prends les questions et je reviens vers vous rapidement avec la réponse. Voilà, que eux nous fourniront. Et alors, juste peut-être, Anne, pour bien comprendre la question de Franck, parce que donc, il y a tout un processus d'homologation à la DMP compatibilité qui existe déjà depuis très longtemps, qui permet à un éditeur de solutions de se raccorder au DMP pour pouvoir créer, alimenter et consulter le DMP. Donc là, si je comprends bien votre question, c'est si je suis un éditeur qui n'a pas encore fait cette démarche d'homologation à la DMP compatibilité, est-ce que je dois attendre? C'est bien ça votre question? Ah, oui, tout à fait, c'est ça la question. C'est pour des éditeurs qui n'auraient pas encore entamé cette démarche. Comme il y a des modifications et au niveau API et au niveau réglementaire, est-ce qu'il est préférable d'attendre ou est-ce qu'on pense qu'il va y avoir une compatibilité suffisante pour que ça vaille le coup d'entamer dès maintenant les démarches? Alors, effectivement, on n'a pas la réponse, que peut-être que Anne, je ne sais plus si tu l'as dit au tout démarrage, c'est vrai que ce webinaire, on l'a monté un petit peu à la va-vite, avec des profils de gens un peu généralistes, on n'a pas les experts en face et quand on va organiser des webinaires suite à la publication de la doctrine fin janvier, on mettra bien les bonnes personnes en face pour répondre. Mais là, on fait au mieux, je dirais, dans les temps qui étaient impartis pour déjà vous défricher un petit peu la doctrine, vous inviter à la lire. Et n'hésitez pas aussi, si typiquement vos questions, elles peuvent tout à fait être après reposées dans l'espace de concertation pour qu'on s'assure aussi qu'on y réponde par rapport à cette phase de concertation sur la doctrine qui a lieu jusqu'au mois de janvier. Donc, par rapport à votre demande actuelle, du coup, on va effectivement, il faut qu'on se renseigne auprès de la CNAM et puis en lien avec la DNS qui porte ces projets. Moi, j'imagine pas, enfin, je pense qu'il y aura quand même une compatibilité ascendante, enfin, je l'espère, mais bon, il faut qu'on le vérifie. Et on a une question sur le serveur multiterminologie, je vais y arriver. Je ne sais pas si, Nemanja, par hasard, toi, tu aurais ce type d'infos. Alors oui, je rejoins effectivement Monsieur Reynaud qui demande si la concertation sur la sommet de CT qui a été lancée cet été, est-ce qu'il y a eu un choix qui a été effectué? Si mes informations sont toujours bonnes, il y a eu un dernier document qui a été mis en concertation. Le choix n'a pas encore été fait. Voilà, de ce côté-là. Il y a une dernière étude. Il y a encore quelques questions d'aspect juridique qui sont en train de se poser et qui sont à l'étude. Je confirme, et de mémoire, il y a une concertation là qui traîne encore jusqu'à fin décembre. Exactement, oui. Et il y aura un rétex dans la foulée. Merci. Et on a une question d'Anne Maheu. Les industriels seront-ils mobilisés sur les travaux à venir concernant la e-prescription? Donc là, c'est pareil, c'est un chapitre porté par la CNAM. Là, comme ça, moi, je n'ai pas d'éléments. Après, j'imagine qu'il y a toujours de la concertation. Je ne sais pas si quelqu'un a plus d'informations. Il y a de la concertation, notamment sur les systèmes de codage médicamenteux, oui, qui doit sûrement être en cours. Et comme Anne le précise, c'est des travaux qui sont faits par l'assurance maladie. Et je pense que c'est Mme Catherine Morvan-Sigvar. Oui, je propose que Anne pose cette question de jeudi au comité des industriels qui réunit les fédérations d'industriels de mémoire. Elle participe aux travaux où Interroge Santé y participe et du coup, la CNAM pourra peut-être répondre. Voilà, Nemanja, tu peux peut-être, Nemanja consolide là, toute la présentation. Oui. Au comité des industriels, tu peux poser la question à la CNAM pour qu'ils y répondent jeudi. C'est quasi fait. C'est top, c'est top. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore une question. S'il y a une question de Guillaume Reynaud. Concernant l'infogérance applicative et l'assouplissement pour les éditeurs tiers non HDS, le document de concertation de doctrine 2020 ne semble pas prendre position. Quelles sont les dernières avancées ou décisions? Alors, je n'ai pas par cœur les éléments en tête. Non, là, je pense qu'on est toujours en attente de décision. Oui, effectivement, sur le volet 5 en particulier. Oui, sur le volet 5, la décision, elle n'est pas encore prise. Parfait. OK. Donc, je vous propose qu'on poursuive et puis on aura encore un échange.
Donc, sur la télésanté, donc la télésanté comprend la télémédecine et le télésoin. En ce qui concerne le workflow simple, ce qui apparaît, c'est que les outils du marché répondent de façon satisfaisante aux besoins des patients et des professionnels de santé. Côté workflow complexe, là, quand on a affaire à une pluralité d'acteurs, voilà, un besoin de concertation pluridisciplinaire, là, les ARS, entre autres, peuvent avoir vocation à soutenir le développement d'outils de coordination sur leur territoire si les outils du marché ne correspondent pas aux besoins. Il y aura la nécessité d'une évaluation de la conformité d'un service numérique via l'outil Convergence. Donc là, comme on l'a dit en introduction, vous avez eu un échange à ce sujet. Et tout ça pour se préparer justement au référencement d'un service de télésanté dans l'ENS et dans le bouquet de services aux professionnels. L'espace de test Interop permet de tester et valider la conformité. Il est disponible, si je ne dis pas de bêtises, depuis mi-octobre, je crois, quelque chose comme ça. 15 octobre, oui. 15 octobre, là, c'est ça. Donc voilà, il faut évidemment pas hésiter. Et je crois que c'est Nemanja justement qui enchaîne. Et ouais, je reprends la main. Donc là, pour le coup, c'est juste un focus donc, sur le soutien à la modernisation des systèmes d'information en établissement de santé, notamment sur les 3 programmes, donc Open, Symfony et Convergence des DSI GHT. Donc ça passe donc effectivement par la modernisation de ces systèmes d'information donc en établissement de santé sur 3 champs, comme j'avais évoqué, donc la modernisation des systèmes d'information de production de soins, ceux des SI administratives pour les établissements publics et la convergence des SI dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. Et donc je vous ai mis 3 focus avec des dates qui me semblaient intéressantes. Donc pour le programme Open, on retrouve donc la phase de validation des candidatures retenues et la détermination par les ARS de leur plan initial de financement pluriannuel des établissements qui a été faite en octobre 2019. La gestion des candidatures exceptionnelles se déroulera donc encore sur 2021 et jusqu'à décembre 2022 et suit donc une mise en œuvre et un suivi du plan d'action stratégique qui est en place depuis octobre 2019 et qui lui aussi se prolongera jusqu'en décembre 2022. Concernant le programme Symfony, donc les expérimentations FIDES sur les activités à forfait et les établissements SSR a bien eu lieu entre 2018 et 2020. On a aussi donc les expérimentations sur le FIDES Séjour qui ont eu lieu sur la même période. Et donc, on est sur une généralisation donc, de ROC depuis 2020. Et concernant donc, la convergence des SI de GHT, donc la certification conjointe par la Haute Autorité de Santé des établissements d'un même GHT avec la mise en place d'un compte qualité unique qui est donc depuis janvier 2020 et effectivité de la convergence des systèmes d'information hospitaliers aussi également qui commencera à partir du 1er janvier 2021 et donc dans les impacts qu'on peut relever. Donc les éditeurs concernés par le programme doivent s'engager dans une démarche de qualité de type ISO, donc qualité hôpital numérique ou ISO 9001 ou ISO 13485 qui est dédié donc aux dispositifs médicaux. Et donc mettre à jour le logiciel de gestion administrative des patients, donc le GAP, avec le cahier des charges des outils numériques, donc l'INSI, le CDRI, donc la consultation des droits intégrés, le FIDES, donc la facturation individuelle des établissements de santé, et le ROC, donc le remboursement des organismes complémentaires, ainsi que Diapason, donc, qui est le paiement par carte bancaire à l'hôpital, et le pilotage de la chaîne accueil, facturation, recouvrement. Et donc de développer également aussi une offre logicielle gérant les multi-entités juridiques nativement et à s'engager sur des offres de déploiement adaptées au contexte des groupements hospitaliers territoriaux. Voilà. Merci Nemanja, merci beaucoup. C'était parfait. Donc le programme ESMS, donc le périmètre du programme de transformation des établissements sociaux et médico-sociaux, c'est à la fois de s'orienter vers le déploiement du dossier usager informatisé interopérable, d'intégrer la conformité au référentiel des services socles, d'accompagner la montée en compétences des acteurs et l'innovation pour assurer l'amélioration continue des organisations et des systèmes. Donc, pour la transformation numérique de ces établissements, il y a un plan d'amorçage qui est défini sur 2021 et 2022 avec une première enveloppe de 30 millions d'euros
pour permettre notamment aux établissements, alors sur le champ de la personne âgée et de la personne handicapée, de se doter des solutions de dossiers usagers informatisés. Et un plan de généralisation de 600 millions d'euros initié dès 2021 pour une durée de 5 ans. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Là aussi, sur l'ensemble de la doctrine, on a essayé de saupoudrer de médico-social les différents chapitres. Donc, vous devriez retrouver un certain nombre d'informations à ce niveau-là. Et Jean-Christophe. Oui, bonjour. Alors, les fondations des systèmes d'information de santé reposent entre autres sur un dispositif de conformité et de convergence, et également sur la mise en place d'un observatoire de convergence à la doctrine e-santé. Alors, vous le savez, l'État définit un cadre d'urbanisation sectorielle des systèmes d'information qui regroupe à la fois des dispositifs et des instruments nécessaires au positionnement et à l'intégration de toute brique SI dans l'écosystème. Alors, on y retrouve les référentiels, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en est un, et les spécifications pour permettre sa déclinaison opérationnelle. Ce qui est important à retenir, c'est que respecter ce cadre est la condition indispensable aujourd'hui au développement de la e-santé en France. On y retrouve les grands principes d'urbanisation, les facteurs clés d'une interopérabilité réussie, et enfin un cadre réglementaire et des règles éthiques et des exigences de sécurité. Alors, pour réaliser tout cela, des outils seront déployés, permettront pour la maîtrise d'œuvre de disposer d'une vision globale de la maturité de sa solution, dans le cadre évidemment de la feuille de route, de la promouvoir également et de la partager avec la maîtrise d'ouvrage. Alors, je te passe la suivante, ça y est. Merci à toi. Alors, en ce qui concerne les données de santé à caractère personnel, de la même manière, l'État encadre leur hébergement afin de garantir un niveau de sécurité homogène et suffisant pour leur conservation et leur partage. Il engage également une réflexion sur l'extension du dispositif pour garantir la confiance sur l'ensemble de la chaîne de traitement, notamment pour les secteurs du médico-social et du social. En termes de trajectoire, d'ici fin 2020, il est prévu de consolider ce référentiel, notamment sur le volet numéro 5, référence directe à la question de tout à l'heure, et de déterminer ensuite une trajectoire pour atteindre la cible, de préciser enfin le champ d'application du dispositif en fonction des données de santé, des données de santé concernées. Pardon. Nous rappelons que le dispositif de certification repose sur une évaluation de conformité au référentiel de certification et que l'hébergeur, après avoir choisi un organisme accrédité COFRAC, procède à un audit en 2 étapes sur une base documentaire dans un premier temps et sur site dans un second temps. Slide suivant, s'il te plaît, Anne. Non, alors attends, je suis pas soirée. Ça y est. Merci. Je regarde ce truc là. Enfin, pour les systèmes d'information des établissements de santé. Si vous pouvez couper vos micros, merci. Bonnes vacances. Solène, votre micro est ouvert. En plus, non, je pense pas que je le prendrai. Anne, je pense que tu peux couper le micro de Solène. Je t'avouerai que quand je partage, j'ai beaucoup de mal à voir l'ensemble des participants. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Bon, écoutez, je vais tenter de poursuivre. Pour les systèmes d'information de santé, c'était l'objet de cette dernière planche en ce qui me concerne, un dispositif de certification. Ouais, c'est pas ça. Officialisant le truc en fait. Bah non, mais juste avec la nouvelle adresse. Quelqu'un peut prévenir Solène par hasard. Tu m'envoies un mail. Est-ce que tu veux que... Ouais, alors le problème c'est que nous on n'a pas la main ni sur le chat ni sur les je vais envoyer un petit message. Je pense que Anne, il n'y a que toi. Il faut que tu sortes de la presse là pour couper son micro. Donc c'est toi qui as ouvert la présentation. Alors, où est caché dans tout le monde? Au tout début, 4-5. D'accord. Voilà, ça y est. Alors, Surprise. Ah oui, désactiver le son. Voilà. On est reparti. J'arrive. On va y arriver. Et j'étais là. Et hop. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, c'est bon, c'est parti. Très bien, donc je reprends.
Donc là, il s'agit d'évoquer les systèmes d'information des établissements de santé et leur certification. Vous rappelez qu'il existe un dispositif de certification qui doit être élaboré en concertation avec les acteurs concernés. L'objectif ici, derrière cet enjeu stratégique, est double. 1. Inscrire le développement des systèmes d'information des établissements de santé dans un processus d'amélioration continue. Et 2. Mobiliser le management médico-administratif des établissements de santé. Alors, ce qui est important à retenir sans doute, c'est que ici, ce dispositif n'a pas forcément vocation à se rajouter aux démarches de certification existantes, mais être le moyen de les alimenter. On pense ici aux certifications HAS, aux IFAC, à la certification des comptes. Le dispositif de certification des systèmes d'information est constitué d'une part d'un référentiel d'évaluation de la maturité numérique, baptisé Maturin, et d'autre part de modalités de contrôle. Ces modalités de contrôle permettant de s'assurer du bon recueil des informations nécessaires à la détermination des niveaux de maturité numérique des structures de santé. À droite, vous avez noté les actions clés. Donc, 2019-2020, la mise en place du projet. À partir de février 2020 jusqu'au deuxième semestre 2021, l'élaboration du fameux référentiel de certification Maturin des systèmes d'information. Et enfin, l'élaboration des modalités de contrôle de certification SI. Je suis à votre écoute si d'aventure vous avez des questions. Merci Jean-Christophe. Hop, et puis on y revient. Donc pour terminer, donc le dernier chapitre concerne la feuille de route avec les recommandations internationales. Donc la France participe aux actions coordonnées européennes. Là, je vous ai mis les trois principales avec comme démarche l'amélioration de la continuité des soins et développer les bases d'un format d'échange transfrontalier de dossiers de santé électronique, notamment. Donc vraiment, faut imaginer le parallèle avec le Ségur qu'on a sur le territoire français. Il y a la même chose à l'échelle européenne. Et l'idée de créer un espace européen de données sur la santé, d'être en conformité aux règlements européens et aux directives européennes. Et dans les travaux qui vont être intéressants là, en 2021, ça va être l'ouverture du cas patient étranger en France. Donc ça, c'est le cas du patient pays B. Et côté pays A, ça sera 2023. Là, c'est le cas du patient français à l'étranger. Donc voilà, il y a un certain nombre de travaux. J'ai bien noté la demande de Guillaume Reynaud de voir si on peut compléter côté feuille de route internationale sur les différents chapitres. Donc je vais remonter la demande à Isabelle Zerbli pour voir si on peut, d'ici la fin de la concertation, vous apporter plus de réponses. Je vais juste... Hop. Et donc, on est au bout de la déclinaison des chapitres. Si vous avez des questions, donc je regarde en même temps dans le chat. Il y a une autre question de Guillaume pour Jean-Christophe. Ça s'appuiera aussi sur les déclarations convergence. On avait cru comprendre qu'il y avait une continuité. Je ne sais pas oui, si... tout à fait. Je viens de répondre à Guillaume, ce sera effectivement... D'accord, pardon. Pas toujours facile dans le chat, je vois en tout petit, donc peut-être que je rate, vos réponses. Il y a une question de Marianne. Ce matin, en réunion éditeur des GOS, nous avons demandé que nous soit expliqué le lien entre Maturin, Convergence, RELIMS et OSIS. La réponse n'est pas encore très claire. Donc, je ne sais pas si c'est... Oui, pardon. C'est la même question que Guillaume de Reynaud de Dédalus. Voilà, on demande à ce qu'il y ait une convergence des outils qui décrivent les solutions numériques et leur maturité. D'accord. Parce que voilà, c'est beaucoup de temps passé sur chacun des outils et à un moment donné, c'est bien si on peut rationaliser tout ça. Merci. Je pense que là aussi, c'est des éléments, je ne sais pas, Claire, qui peuvent être remontés aussi lors de la réunion de jeudi au comité des industriels. Je ne pense pas, c'est déjà remonté à la DGOS. Il va y avoir une synchronisation qui sera faite. Donc déjà, dans la première version de la doctrine, on avait bien indiqué
l'importance de bien synchroniser entre convergence, la certification SIH, avec effectivement les outils qui sont mis à disposition par la DGOS depuis un certain temps, qui est aussi ce qui permet de déclarer aux établissements de déclarer un certain nombre d'informations sur leurs applications, et RELIM, ce qui permet aux éditeurs de se déclarer. Donc, je pense que le point est bien noté et il faut qu'on le traite au niveau national pour pouvoir répondre. J'étais en train de répondre à Franck sur existe-t-il une cartographie générale technique des API offertes par les différents modules socles et du modèle de données global de l'ensemble défini ainsi? Je ne pense pas que cette cartographie générale existe, mais je trouve que c'est une belle demande qui nécessiterait qu'on la fasse remonter et qu'on voit comment on peut la traiter. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? Donc, tous les points, hein, encore une fois, hein, je compléterai pour ce que, notamment les premiers échanges là, qui amènent des retours côté assurance maladie. Je vous ferai un retour par mail. Donc, je vous propose de continuer, s'il y a une question. Alors moi, ce qui je trouve assez intéressant dans les questions, et puis du coup, l'idée c'est d'interagir. Marianne nous avait dit d'organiser un webinaire un peu de sensibilisation de la doctrine pour permettre déjà de rentrer dans cette doctrine et vous permettre ensuite de poursuivre vos réflexions en lisant la doctrine. Mais je vois que plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu. C'est bien. Du coup, on a des questions beaucoup plus précises. Oui, on y travaille. On a un groupe de travail pour répondre à la concertation, en fait. Ouais, super. Ça explique ouais, non, mais c'est formidable. qu'on a des experts. Sur le label d'Interop, non, effectivement, les choses ne sont pas à ce niveau-là. En revanche, la possibilité de publier des résultats d'Interop, c'est quelque chose qui est en réflexion. Oui. Ah oui, Guillaume Reynaud a des occupations. On a les mêmes le week-end en ce moment. Voilà. Je propose, Anne, que tu continues, puis on terminera par une série de questions-réponses avec toutes les idées que vous pouvez avoir. Oui, on a encore un petit peu de temps. Donc là, c'était vraiment très vite pour que vous ayez en tête les outils de la doctrine. Comme je vous le disais au niveau du sommaire, donc vous aurez la synthèse avec les principaux éléments par chapitre, le macro-planning 2021-2023, la feuille de route des priorités 2021, le schéma d'architecture cible et la synthèse du delta entre les éléments de la V 2019 et de la V 2020. Et tout ça nous amène justement à refaire un petit point sur la concertation. Donc, comme vous le savez, vous avez jusqu'au 10 janvier pour nous faire vos retours. On espère ensuite publier autour du 25 janvier. Donc, la doctrine technique sera publiée simultanément avec la trajectoire du médico-social. Et pour la version 2021, la trajectoire médico-sociale sera pleinement intégrée à la doctrine, du coup, qui sera dans sa 3e version. Voilà, donc du coup, c'est super si vous êtes en train de travailler à faire un retour collectif. Ça va beaucoup nous aider à encore améliorer et préciser des choses dans cette doctrine. Ce que je voulais vous dire rapidement, je ne sais pas si tout le monde en a connaissance, il y a Genius qui a été lancé, qui est un portail pour justement les industriels, les start-upers, etc., qui vous permet de retrouver un certain nombre d'informations. Et sur cette plateforme, vous avez la boussole de la doctrine qui est disponible. C'est vraiment sous forme interactive. Vous retrouvez la maison et en cliquant sur chaque brique, vous avez le détail des éléments de la doctrine. Donc évidemment, dès qu'on aura finalisé la version 2020, on mettra à jour la boussole de la doctrine et je vous invite à utiliser cet outil. C'est en plus ludique et plutôt très sympa. Donc, on a encore un petit peu de temps si jamais vous avez encore des éléments à nous partager. Peut-être vous dire que, comme on l'a dit, ce webinaire, on l'a fait relativement vite. Il est prévu en février
qu'on refasse un webinaire concernant la doctrine à l'issue de la publication. Et puis, comme le disait Claire, on aura sans doute courant mars-avril des webinaires avec des focus experts, notamment sur l'identification électronique.